Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui n'est pas coutume, ça fait un certain nombre d'épisodes que je réalise et pourtant on n'a pas encore parlé de comment on arrive à sensibiliser les équipes et les collaborateurs à la RSE. Donc c'est quand même normalement une des premières questions que l'on se pose quand on a envie de rentrer dans une démarche RSE, que ce soit après pour des déclinaisons au sein des services marketing, communication, produits, innovation, R&D, etc. Eh bien la base c'est quand même la partie sensibilisation RSE. Alors j'ai choisi une invitée particulière que j'ai rencontrée au Salon ProDurable de l'année dernière. J'ai suivi sa conférence et elle m'a embarquée comme toute la salle à mes côtés. J'en ai parlé d'ailleurs dans un épisode en septembre où je résumais quelques conférences suivies et j'ai osé aller la contacter en fin de conférence en lui disant voilà, j'anime un podcast et je serais ravie de pouvoir donner cette inspiration et cet engouement qu'on a ressenti pendant la conférence et d'avoir sur un petit moment de podcast faire revivre ça à mes auditeurs. Donc on va parler de sensibilisation RSE, on va parler évidemment de diversité, d'inclusion, de faire en sorte que au-delà d'une tendance et comment ça peut s'imprégner au maximum au sein de l'entreprise et que ça ne devienne pas du greenwashing avec juste des mots qu'on va mettre sur une jolie com quelque part mais que ça soit réellement intégré. Et puis, on parlera aussi de stéréotypes parce que, pareil, j'ai suivi un webinaire qui était en libre accès que vous pourrez suivre, vous inscrire sur les prochaines dates sur les biais cognitifs et comment le cerveau nous ment. Et là aussi, j'aurai quelques questions pour toi. Donc, bonjour Marion. Bonjour Diane. Ravie de très honorée. Alors, maintenant que j'ai fait cette partie intro, l'idée, c'est plus que tu te présentes et que tu dises quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Alors, je crois que le point de départ de ma vie, c'est que j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais en quatrième et j'ai arrêté à un moment donné. Là, je suis en train de recommencer. Bref, je fais une école de commerce. À l'issue de mon école de commerce, je cherche du travail et là, je deviens responsable du développement commercial d'une entreprise qui vend du théâtre pour les entreprises. Théâtre pour les entreprises, c'est plutôt que de faire des grands discours, on va s'immerger dans l'entreprise, on va écrire des dialogues qui vont donner la réalité de la relation, du lien, pour, à travers un effet miroir, comprendre en fait les difficultés que les personnes vont rencontrer. Et donc là, en fait, pendant 11 ans, je rentre dans l'intimité d'un nombre incroyable d'entreprises, publiques, privées, services, production. Je travaille pour Caterpillar sur l'excellence opérationnelle. Je travaille pour l'Evian Resort sur l'accueil qualité 5 étoiles. Enfin voilà, donc je me fais une culture générale, RH et formation très forte à ce moment-là, sans en avoir complètement conscience. Et puis, au bout de 11 ans, je décide de reprendre mes études. Et là, à ce moment-là, je passe un master en ressources humaines. Et je deviens responsable de diversité et développement RH chez Engie, la filière électricité. Donc, autant vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de garçons. Et donc, dans mes missions notamment, j'avais la féminisation de la filière chantier. J'avais également la démultiplication de notre politique handicap. Enfin, voilà, donc j'y reste à peu près 3 ans et j'anime ces 3 années avec mon ancienne casquette de commercial. Donc la notion de fédérer, d'embarquer, c'était... Tu l'avais. C'était, je suis en RH, je dois vous donner envie si vous avez envie de monter dans mon bateau. C'est-à-dire qu'un directeur d'agence à qui vous allez dire, alors ce serait bien de prendre des filles en alternance, en reconversion pour qu'elles se forment sur ces métiers-là. S'il n'est pas initiateur du projet, à un moment donné, s'il n'a pas mis une brique dans le parcours de professionnalisation, il va vous dire c'est quoi ce truc ?
Donc, du coup, c'est comment... Alors, je suis désolée du terme, c'est un peu un kidnapping de l'équipe en disant, si on participe dès le début, on a envie d'aller jusqu'au bout du projet. Donc, déjà, à ce moment-là, je commence à toucher ça du doigt. Et j'anime également... on avait un système de compagnonnage pour mettre en valeur nos ouvriers de chantier, avec des personnes qui parlent pas forcément le français, qui savent pas forcément très bien lire, très bien écrire. Et là, c'est pareil. Comment on anime 3 heures avec des gens dans une salle qui ont l'habitude d'être dehors tout le temps? Et donc là, je commence à mettre en œuvre de façon intuitive la ludopédagogie, l'interactivité. Et c'est comme ça que les choses avancent. Et puis, au bout de 3 ans, c'est un grand groupe. Moi, mes 11 années précédentes, j'avais été très intrapreneur. Et donc, du coup, je décide que je ne veux plus de chef. Et je dis, je monte mon entreprise. Et sur le moment, j'ai pas d'ailleurs vraiment conscience de ce que je vais faire, mais finalement, c'est la synthèse de toutes ces années précédentes, où du coup, Acteurs et compagnie, c'est un organisme de formation. Alors, à l'origine, ça devait pas être ça. C'était juste une entreprise qui faisait du séminaire, de l'animation de conférences. Et puis, en fait, ce sont mes clients qui sont venus me chercher en me disant, mais en fait, ce que vous faites dans une salle avec 400 personnes, vous pourriez venir le faire pour un groupe de... Allez, on me disait 8-10, et aujourd'hui, je vous dis, franchement, en formation, vous pouvez mettre 15 personnes dans une salle, parce que les gens qui sont en formation ou dans une sensibilisation, ils connaissent mieux leur métier que vous. Donc, à partir de là, moi, j'ai juste à faciliter. Alors oui, évidemment, il y a des incontournables qu'on va leur donner, mais on va arriver en complétant ce qu'ils ne savent pas, plutôt que de leur dire des trucs qu'ils savent déjà, en fait. Donc voilà, Acteurs et compagnie, ça a à peu près 8 ans, je sais jamais, ça va trop vite, je compte plus. Les années passent vite. C'est ça, aujourd'hui, c'est 5 permanents, une trentaine d'intervenants extérieurs, et du coup, dans ces intervenants, on va avoir des comédiens. Pour certains qui sont... Ça, c'est ton fil rouge depuis le début. Ouais, c'est ça, en fait. Mais c'est très drôle de se rendre compte que j'ai jamais eu de plan de carrière, que j'ai jamais eu de vision stratégique. J'ai toujours fait les choses au fur et à mesure où elles arrivaient, mais en regardant par-dessus mon épaule, j'ai l'impression que tout ça est d'une cohérence extrêmement forte. Donc voilà, et du coup, avec des comédiens, des auteurs, puisque l'origine d'Acteurs et compagnie, ça a été créé avec Jacques Chambon, qui est le personnage de Merlin dans Kaamelott, qui est un homme extraordinaire et qui écrit du théâtre d'entreprise de façon vraiment très... voilà, très juste, en tout cas très très juste. Et puis voilà, du coup, il y a d'autres auteurs qui ont rejoint l'aventure et voilà, je pourrais vous en parler des heures. Une série très sympa avec Kaamelott. Il y a quelques répliques clés. Je pense que ça a marqué plus d'une génération. Oui. C'est ça, c'est clair. Alors, si on en revient à l'entreprise et à tous les managers qui nous écoutent, ou tous les DG de boîte, peu importe leur taille, comment on arrive à mobiliser en fait les collaborateurs? Quel est le premier point de départ? Il est double pour moi. Le premier, c'est quand vous avez des gens dans une salle, d'abord, il faut leur donner envie de vous écouter, quel que soit le message. Donc déjà, il faut aller les interpeller, il faut aller les chercher sur... Ah oui, j'ai peut-être quelque chose à apprendre, donc ce qui va être dit va peut-être m'intéresser. Ou au contraire, je vais peut-être pas être d'accord, mais il faut qu'il se passe une forme d'émotion au démarrage. Donc, c'est ce qu'on appelle en pédagogie active la première action. Ça va être de poser une énigme, ça va être de faire un exercice un peu physique parfois. Enfin, je vous ramène sur des techniques des jeux cadres Tiagui ou des Jolt, qui sont des petits exercices courts pour venir interpeller. Et ensuite, derrière, de dire aux gens, mais en fait, vous faites déjà beaucoup de choses. Donc, je viens chercher, on est vraiment dans de l'ancrage pédagogique qui dit que si je dois apprendre quelque chose, il ne faut pas que ce soit éloigné de ce que je sais déjà. C'est les petites marches. Donc, vous faites déjà plein de choses. Par contre, vous n'en avez pas conscience. Et du coup, vous ne pouvez pas transmettre puisque vous n'avez pas conscience de ce que vous faites bien. Vous ne pouvez pas organiser, vous ne pouvez pas structurer. Donc, il y a une première étape de, OK, qu'est-ce que vous faites déjà sur ce sujet-là? Et puis ensuite, petit à petit, en disant, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin, plus vite, ou en tout cas avec plus de monde. Donc, ce point de démarrage de sensibilisation, il va se faire là, en fait. Et donc là, tu commences avec les équipes du CODIR, tu commences avec les équipes RH. C'est quoi le démarrage? Moi, j'aime qu'il y ait tout le monde. Parce que je trouve que pour une sensibilisation au point de démarrage, personne ne doit donner de leçons à personne. Donc, si dans la même salle, vous avez le big boss et l'ouvrier de chantier, au même endroit, au même moment, c'est de dire on est inclusif. Le message, il n'est pas spécifique à alors vous, comme vous êtes les stratèges, puisque d'abord, il faut avoir une culture commune. Donc, on commence par ça. Notamment, on a une pièce qui s'appelle Mission Colibri, qui fait une trentaine de minutes,
Quand on l'a écrite il y a 7 ans, en fait, on était hyper avant-gardiste et aujourd'hui, finalement, on commence à avoir énormément de demandes pour la jouer. On en a fait un one-man également. Et en fait, ce point de démarrage, c'est l'histoire d'une responsable de mission RSE développement durable qui traverse l'entreprise dans plein de services différents. Ce qui fait que les gens qui sont dans la salle, s'ils sont aux achats, ils se retrouvent. S'ils sont à la prod, ils se retrouvent. S'ils sont commerciaux, ils se retrouvent. S'ils sont DG, ils se retrouvent. S'ils sont actionnaires, ils se retrouvent. Et donc il y a toutes les parties prenantes internes ou légères externes. Exactement. Okay. Et donc du coup, comme je me vois à travers cette pièce, je me dis, ah oui, donc je suis bien une partie prenante reconnue et possiblement acteur. J'ai bien un rôle à jouer dans cette partition. Et après la pièce, là, on rend la main à la salle. On va faire des sous-groupes. Alors après, il y a plein d'activités possibles, selon le livrable que l'entreprise souhaite. C'est-à-dire, elle me dit, bah voilà, moi, j'ai que1 heure. Je veux juste une petite prise de conscience de, OK, chacun peut être acteur. Ou je voudrais qu'en fait, chaque service reparte avec un début de feuille de route. Bah, en fonction de ça, on va mettre une action derrière. Petite insensibilisation, OK, j'ai ma place. Petit 2, OK, et comment est-ce que je fais ? Et comment est-ce que je fais avec les autres ? Donc, c'est vraiment... moi, je trouve beaucoup plus humaniste, parce que je suis humaniste, de dire le message, il est le même pour tout le monde. Après, les missions, la prise en main va être différente, mais en tout cas, le point de démarrage, on est tous ensemble. Et la RSE, c'est pas un service, c'est comment l'entreprise... finalement, va faire son métier autrement. Va pas faire un autre métier, elle va faire son métier autrement, en fait. C'est ça. Moi, c'est souvent ce que je dis aussi dans ma partie marketing, c'est de se dire, on apprend en école de commerce des cours de marketing. Il n'y a pas un module à côté qui s'appelle le module marketing responsable ou marketing durable ou RSE. Non, c'est dans chaque cours, dans chaque partie de marketing, dans chaque partie de mes cours de finance, dans chaque partie de mes cours de management, d'accompagnement RH, où je dois avoir cette intégration-là. Et dans l'entreprise, ça doit se retrouver. C'est pas d'un côté le service RSE ou qualité aussi que j'ai connu où on dit allez, ils gèrent ça de leur côté. Non, ils sont un fil rouge au sein de l'ensemble de l'entreprise, tous les départements, pour que chacun puisse s'imprégner de son job différemment. Pour moi, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on commence à avoir des demandes de formation où on nous dit est-ce que vous pourriez nous faire un module sur le management inclusif ? On dit ah tiens, on commence à rentrer sur une approche qui va être un peu différente. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi, quelle que soit la commande que j'ai de mon client, il y a droit à un moment ou à un autre. Obligé. Il y a dans le fil rouge. Ouais. Là, j'ai fait... alors d'ailleurs, c'était intéressant parce que j'ai eu une journée sur management de la sécurité. Puis au fur et à mesure, on avançait. Puis je leur dis, mais sécurité, etc. Enfin, les conséquences, il y a le handicap. Le handicap, ça vous parle ? Ah non, allez, c'était pas dans mon programme, mais je vais le mettre. Je vais le caser. Et on s'est fait un 25-30 minutes. Alors, hyper ludopédagogique aussi. On est reparti sur les personnes célèbres en situation de handicap, visibles, invisibles, etc. Et à la fin, c'était assez intéressant, où il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Mais en fait, vous avez donné de la perspective à la sécurité. » Parce que c'est ça l'enjeu. Ce qu'il n'y avait pas, c'était de donner du sens. En fait, on détache les choses et du coup, moi, je trouve que la pensée systémique, elle a un truc hyper intéressant, c'est-à-dire que c'est cette pensée où on rayonne, en fait. Alors, c'est compliqué, je parle beaucoup avec mes mains, les gens ne le voient pas. J'étais exactement en train de penser en me disant flûte, il aurait fallu que je te filme en même temps. Mais voilà, c'est une pensée en étoile et c'est ça qui te donne de la perspective et qui crée le lien. Parce qu'en fait, finalement, quel que soit le sujet sur lequel on intervient, diversité, handicap, RSE, management, communication, le seul vrai sujet, au fond, c'est comment je suis avec l'autre, comment je suis à l'autre, comment on travaille ensemble. Parce qu'une fois qu'on a réglé ce problème-là, le reste, c'est anecdotique, c'est de la technique. Mais le vrai et unique sujet du manager, c'est comment est-ce que je fais en sorte que la personne que j'ai en face de moi, mon collaborateur, je vais l'aider à améliorer sa performance individuelle au profit de la performance collective. C'est le seul sujet. Le reste, c'est de la technique. Comment je fais un feedback, comment je communique. Mais du coup, quelle est mon intention ? Et c'est travailler l'intention et sortir un peu de la technique. Alors, je suis pas en train de dire que seules les soft skills sont importantes, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a eu une dérive à un moment donné. C'est bien le maillage des deux, mais c'est peut-être l'engagement du corps, en fait. Du corps et du mouvement. Et je crois que c'est ça qu'on apporte avec Acteurs et compagnie. On remet du mouvement là où il y en avait peut-être plus, là où on n'ose pas demander. Et c'est ça qui a fait aussi des générations de sauveurs. Oh là là, il a l'air en difficulté, je lui demande pas s'il a besoin d'aide, mais je vais le faire à sa place. Et donc du coup, c'est le triangle de Karpman, sauveur, victime, bourreau. Et du coup, à la fin, je m'énerve, je m'agace. À quel moment j'ai pas juste dit à la personne,
Est-ce que je peux t'aider? De quoi tu as besoin? De quoi tu as besoin pour faire correctement ton travail. Alors là, on en revient un peu au principe aussi clé de motivation. Je sais que ça, c'est un point important que tu abordes. Est-ce que tu peux Oui. en parler? Alors, en fait, je suis une fan absolue de la théorie de l'autodétermination de Richard Ryan et Édouard Dissy. Je vous invite à aller lire leurs écrits parce que c'est simple. Mais c'est comme les idées les plus simples, c'est extrêmement profond, en fait. L'idée, c'est de dire qu'on ne peut pas motiver individuellement chaque personne. Vous réunissez les personnes, il faudrait que les gens s'engagent sur la RSE, le développement durable. Vous ne pouvez pas les motiver individuellement. Par contre, vous allez pouvoir créer les conditions qui vont favoriser leur motivation. Et pour ça, vous devez créer des conditions qui vont développer 3 sentiments particuliers. Et j'ai bien dit sentiments. C'est le sentiment de compétence, c'est-à-dire que la personne se dit « Ok, j'ai les moyens, j'ai les ressources, j'ai le temps ». Le sentiment d'appartenance, donc là, effectivement, on est dans cette notion de collectif, et le sentiment d'autonomie, c'est-à-dire que je peux décider, j'ai une marge de manœuvre, et c'est dans cette marge de manœuvre que je peux avancer, en sachant que pour certaines personnes, la marge de manœuvre, pour elles, ça va juste être est-ce que je choisis le crayon rouge ou le crayon vert pour écrire, comme on était à l'école, et puis pour d'autres, c'est je t'ai donné une mission, on se revoit dans un mois. Mais la façon dont vous avez proposé le projet fait que chacun va pouvoir définir la marge de manœuvre avec laquelle il est à l'aise. Et se sentir impliqué derrière. Et du coup, en fait, se dire, j'ai quand même mon rôle à jouer, même si c'est un petit rôle dans la démarche RSE. C'est ça. J'ai quand même un rôle à jouer pour faire changer les choses au sein de la boîte. Si j'ai le sentiment d'avoir pu décider quelque chose, à ce moment-là, je m'engage. Et c'est pour ça que cette théorie de l'autodétermination, pour moi, elle est fondamentale. Quand vous organisez un événement, un séminaire, une réunion, etc., vos actions, elles doivent absolument répondre au moins à un des 3 sentiments. Est-ce que ça va nourrir chez les personnes auprès de qui je m'adresse ce sentiment d'autonomie, ce sentiment de compétence et ou ce sentiment d'appartenance? Et puis parfois, il y a des actions qui permettent de remplir les 3. Et notamment l'action, le retour de feedback, qu'il soit positif ou négatif. D'ailleurs, je n'aime pas cette notion de positif ou négatif. C'est un feedback constructif. De façon générale. Je dis exactement la même chose généralement. Moi, je suis propice à la critique, parce que pour moi, elle est soit positive, soit constructive. Mais pour ça, il faut qu'elle soit bien amenée. Et quand elle est bien amenée, c'est de dire, OK, là, hier, il s'est passé un truc, donc on est sur les faits. Derrière, voilà, du coup, pourquoi je t'en parle? Parce que ça a un impact sur, etc. Et ensuite, derrière, c'était bien. Donc, est-ce que tu as suffisamment conscience de ce que tu as fait pour pouvoir le refaire? Ou c'était un peu compliqué, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça se passe autrement? Et est-ce que moi, je peux t'aider quelque part? Et en fait, il ne se passe plus du tout la même chose. Et quand on parle de sécurité chantier, mais c'est la même chose. Dans quelle mesure est-ce que je joue pas le père de famille à engueuler tout le monde parce que tu n'as pas porté tes EPI, ton casque ou tes gants? C'est à un moment donné, OK, moi, je veux juste pas appeler ta femme ce soir ou ton mari pour lui dire qu'il te manque un bras parce que t'as pas respecté une consigne de sécurité. Que tu la respectes ou pas, en fait, je m'en fous. Ce que je veux, c'est je prends soin de toi parce que je prends soin de moi, en fait. Et c'est une pensée, pour moi, durable. C'est une façon de penser, je pense, en fait, tout simplement. Oui, qui est aussi dans la démarche un peu d'empathie ou de communication positive. Oui, alors hier... Et on n'apprend pas suffisamment ça aux enfants aussi, de comment on communique ensemble. Et du coup, ça se ressent en entreprise. Oui, alors je pense que les enfants, ils ont quand même ça. Alors voilà, après, il y a différentes pensées philosophiques qui peuvent ne pas être d'accord. Et peut-être que tes auditeurs sont pas d'accord avec moi, mais c'est OK, en fait, qui m'écrivent. Je veux bien en discuter, moi j'adore ça. C'est là où justement on continue à avancer, parce que je n'ai absolument pas raison. Et puis avoir raison tout seul, ça n'a aucun intérêt. Mais du coup, c'est de se dire à quel moment j'ai commencé à m'empêcher. Parce qu'en fait, l'enfant, il est super libre. Regardez, quand vous êtes dans une salle de formation et que vous dites on va faire des jeux de rôle et des mises en situation, ah non, jamais de la vie. Sauf que, excusez-moi, mais je connais aucun enfant qui, dans une cour de récréation, ne l'a pas fait. Donc, on l'avait, ça. Et l'éducation, la croyance, le contexte, l'expérience aussi parfois, nous resserre petit à petit. C'est comment est-ce qu'on arrive à retrouver cette liberté pour aller oser faire des choses, en fait. Donc, pour moi, l'idée de l'empathie, attention à pas la confondre avec la compassion. Et c'est peut-être là où il y a un petit sujet. Il se trouve que hier, je formais des managers où le sujet a été évoqué et on a aidé cette manageuse à déplacer son curseur de la compassion vers l'empathie. En disant, je reconnais ta douleur et ta souffrance, mais c'est pas la mienne.
qu'est-ce que tu peux faire? Alors que si je souffre avec toi, je peux plus t'aider, je suis dedans. Donc c'est là aussi où... et puis, on n'est pas médecin. Enfin, si je reviens dans le cadre de l'entreprise, on n'est pas médecin, on n'est pas psychologue, on n'est pas... Alors, il y en a qui le sont, mais globalement, c'est rarement le cas. Non, mais en tant que manager, on n'est pas formé à ça. Voilà, on n'a pas le diplôme qui va avec, on n'a pas la connaissance. Donc, d'abord, on n'est pas tout seul, c'est aussi d'aller demander de l'aide ailleurs. Et puis, de ne pas poser d'avis sur les choses. Plus être là en posture, alors, un peu galvaudé aujourd'hui, mais de posture de coach, dans l'interrogation, en disant, OK... est-ce que tu vois ce que toi, tu peux faire pour t'en sortir? C'est redonner le pouvoir. Je donne des cours dans un master RSE développement durable et sortie du Covid, j'ai un cours en visio, 60 élèves. Et la première personne lève la main en disant « Écoutez, madame, je voulais juste vous dire avant de commencer, moi, je vais mal. » Bon, un peu glaçant, je dis « Ok, qui se sent dans cet état-là ?» Là, ils me mettent des pouces un peu de partout. Bon, on va pas commencer le cours. Et là, je reviens aux enjeux de la sensibilisation. Je commence pas le cours parce que vous ne m'écouterez pas, en fait. Vous n'êtes pas disponible. Donc, il y a aussi l'enjeu de la disponibilité. Est-ce que je crée les conditions de la disponibilité de mon auditoire? Exactement. Et donc, du coup, je les ai envoyés en salle de sous-commission par groupe de 3 ou 4 parce que moi, je ne suis personne pour leur dire comment est-ce qu'ils peuvent aller mieux. Je leur ai dit, je vous demande, là, par groupe de 3 ou 4, de trouver une action concrète que vous pouvez mettre en place dans la semaine pour vous sentir bien. Une petite chose, peut-être une petite bricole de passer un coup de fil, j'en sais. Ils partent en salle de sous-com. Ils reviennent 15-20 minutes après. Ils ont rallumé tous leurs caméras. Ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Et l'année d'après, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Vous m'avez sauvé mon année ». Mais ce que je lui ai répondu, c'est pas moi qui ai sauvé ton année. Tu as repris le pouvoir sur qu'est-ce que tu as envie, dans quel monde tu as envie de vivre, dans quel quotidien tu as envie de vivre. Et c'est ça qui est fort. Et donc, du coup, je reviens à nos histoires de sensibilisation et fédérées. Ça ne marche que si vous rendez le pouvoir individuel et donc le sentiment d'autonomie aux personnes, en fait. C'est beau tout ça. ça me fait... C'est plein de choses. Mais du coup, ça fait aussi écho... quand tu évoquais tout à l'heure la partie inclusion ou diversité, souvent ces mots sont galvaudés en entreprise, c'est de se dire je les mets dans le même sac, alors c'est quoi la différence entre l'un et l'autre, et comment réussir à faire comprendre aux équipes, parce que généralement les RH maîtrisent, mais après les autres équipes dans l'entreprise, enfin maîtrisent ou maîtrisent pas d'ailleurs, mais peut-être. En tout cas, ont un parti pris. C'est peut-être ça aussi. Ouais, c'est peut-être ce côté-là. Et voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Eh ben alors, moi, j'adore ta question parce qu'en fait, la première chose que je fais, quelle que soit la formation, on redéfinit toujours le terme. Sensibilisation, sécurité, c'est quoi? Formation manager, le premier sujet, c'est, mais en fait, c'est quoi un manager? Ça sert à quoi? RSE, développement durable, mais c'est quoi la RSE? Puis entre ceux qui disent le RSE, alors sauf qu'à l'origine, le RSE, c'était les réseaux sociaux d'entreprise. Donc voilà, déjà, en plus, c'est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Exactement. Mais déjà, sociale, sociétale. Pourquoi il y a 2 mots? Qu'est-ce qu'on met derrière? Et puis nous, on aime bien beaucoup de mots parce que les Anglais, ils ont réglé le problème, c'est CSA, et puis on n'en parle plus. Voilà. Bon. Mais du coup, alors allons sur les mots. Et du coup, ça permet déjà, en commençant à définir RSE et développement durable, de voir la diversité de l'approche, en fait. Et du coup, je perds peut-être le fil de ta question, mais sur l'histoire de la définition des mots, pour moi, c'est très important. Alors, de le diversité, définir. inclusion. Alors, inclusion, pour moi, c'est très clair. L'inclusion, avoir une modalité inclusive, c'est d'avoir une modalité qui ne fait pas de cas particulier. J'ai un process qui fait que je n'ai pas besoin de dire « Ah oui, alors pour ceux qui sont en situation de handicap, pour ceux qui sont familles monoparentales, pour ceux qui sont en télétravail parce qu'ils sont loin, etc. » Non, en fait, la seule question, c'est de quoi as-tu besoin pour faire correctement ton travail. Et si c'est, comme je suis monoparentale et que j'ai des enfants 1 fois par semaine, en fait, et d'ailleurs, elle n'a même pas besoin de me le dire, le pourquoi, mais c'est dire, moi, il y a 2 jours par semaine, est-ce que je peux être en horaire flexible, arriver plus tôt, plus tard? C'est, il y a 2 jours par semaine, le matin, c'est compliqué pour moi, je voudrais décaler parce qu'en fait, la personne, elle est dialysée. Vous voyez, comme cette question-là, en fait, elle ouvre à tout. Donc, l'inclusion, c'est ne pas avoir Ne pas faire de différence. Non. Ça ne veut pas dire ne pas la prendre en compte, parce qu'en fait, on est tous différents. Mais c'est d'avoir cette attitude de OK, en fait, c'est ouvert. Je me rabâche, mais c'est vraiment seul toi sais de quoi tu as besoin. Donc, on en revient. Après, ça ne veut pas dire que je vais dire oui à tout. Je reste le manager, ou je reste l'encadrant, je reste le RH. Mais on va étudier les possibilités, en fait. Et sur la notion de diversité...
quelque chose de divers, de différent, mais en fait, on est tous différents. Et quand on me demande des formations managers, en me disant, ah oui, alors il y a des styles de managers. Non, en fait, on s'en fout. Il y a autant de managers que de personnes. Et les styles, c'est des histoires de casquettes qui changent tout le temps. Bah oui, il y a des moments où on va être dans la sanction. Donc, je vais avoir ce rôle-là. Puis il y a des fois, je vais faire l'assistante sociale. Parce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui a besoin. Et c'est en fait l'adaptabilité. C'est pour ça qu'on en revient aussi au principe du cerveau. Tu parlais de notre 75 minutes à perdre sur notre cerveau nous ment. En fait, on en a un autre qui est sur entraîner mon cerveau adaptatif. Comment j'entraîne mon cerveau à accueillir la différence comme, je ne vais pas dire une opportunité, j'avais un peu tendance à dire ça, mais en tout cas comme quelque chose qui est OK, en fait. C'est juste une adaptation permanente. Et je crois que moi, ça fait intrinsèquement partie de mon ADN parce que mes années de théâtre, en fait, ma formation initiale en théâtre, c'est du théâtre de rue et c'est de l'improvisation. Et en improvisation, si vous construisez, je vous invite à aller voir des matchs d'improvisation, je dis bien des matchs, vous avez deux équipes qui s'affrontent, qui doivent construire ensemble une histoire que le public va juger, c'est-à-dire va dire laquelle des deux équipes a le mieux contribué à une belle histoire. Il y a des règles extrêmement précises. L'impro, en fait, c'est pas un truc qu'on fait au hasard. Et dans une des règles, il y a le refus de jeu. C'est-à-dire que si je te dis « Ah, Diane, c'est dingue, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu » et que Diane me dit « Bah non, on s'est vu hier ». Diane, elle se fait siffler, voire elle peut même prendre une pénalité parce qu'en fait, c'est inspiré du hockey, donc on peut partir en prison. Donc elle peut partir en prison 30 secondes, voilà. Donc elle se fait extraire du jeu. Mais par contre... Parce que j'ai pas joué le jeu. Parce que tu refuses ma proposition. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Tu pourras me dire, ouais, t'as raison. Et en même temps, c'est très étonnant parce que hier, je pensais justement à toi. Et l'histoire continue. Et cette action du oui et, il m'est arrivé de la mettre en place dans un grand groupe, dans un CODIR sur la RSE, le développement durable, où c'était oui mais non, ah oui mais non. Oui. Au bout d'un moment, je dis, écoutez, là on a 1 heure, à partir de maintenant, c'est oui et. C'est-à-dire que même si la proposition au cours de l'échange ne vous convient pas, vous devez trouver comment augmenter la proposition ou l'idée pour qu'elle devienne vôtre. Et avec ce subterfuge-là, ça devient une idée collective. Et on est dans une intelligence collective qui est organisée, en fait. Oui, et si on faisait aussi comme ça ? Oui, et on pourrait également rajouter ceci, enlever cela, inviter telle personne. Et du coup, à la fin, on avait des personnes qui nous ont dit, mais on ne sait plus de qui vient l'idée initiale. C'est notre idée. Donc c'est pour ça que je parlais un peu de kidnapping tout à l'heure. C'est aussi... Mais on a posé une règle. Et c'est ça aussi dans la diversité, dans la RSE, dans le développement durable. À un moment donné, quelles sont les règles de travail collectif qu'on met en œuvre pour que tout le monde trouve sa part ? Voilà. Enfin, alors, tu parlais aussi tout à l'heure un peu du handicap et des personnes en situation de handicap. Comment on peut aider les managers à mieux accueillir ces candidats, ces collaborateurs ? Ça se fait. Alors, pour moi, ça va se faire à plusieurs niveaux. D'abord, il y a petit 1, je recrute des compétences. Voilà, la personne, quelle compétence est-ce qu'elle a et est-ce qu'elle peut jouer la partition au sein de notre équipe. Selon la typologie de handicap, forcément, parce qu'il y a des handicaps qui ne nécessitent pas d'adaptation de poste. 80% des handicaps sont invisibles. Il peut y avoir du handicap psychique, il peut y avoir du handicap... les personnes en fauteuil, c'est que 3% des personnes en situation de handicap. Mais quand on dit handicap, on pense souvent fauteuil roulant. Donc déjà, c'est d'arriver à déminer ça. Petit 1, on sensibilise au handicap. Et le haut handicap avec un pluriel. Ouais, exactement. Donc voilà, on comprend qu'en fait, finalement, de près, de loin, on connaît tous quelqu'un qui est en situation de handicap. Alors c'est assez intéressant quand on fait ces sensibilisations, où là, les personnes vont dire « Ah, mais moi, finalement... » Les gens viennent vous voir à la fin. « Mais alors, moi, j'ai ça, mais est-ce que ça rentrerait dans le champ du handicap ?» J'en sais rien, je suis pas médecin. Mais par contre, je vous invite à aller voir votre médecin du travail ou votre médecin traitant et d'en discuter avec lui. Ça veut dire qu'on a déjà suscité un questionnement. Ensuite, par ailleurs, au moment de l'intégration, si on est sur des handicaps psychiques qui peuvent faire peur, parce que c'est les représentations qu'on se fait de tout ça, c'est aussi de prendre un temps avec l'équipe. On accueille quelqu'un, on est ensemble, comment on va travailler ensemble. Et parfois, ça permet de réorganiser le service. Et il y a quelque chose de super, super important. On a des petites scénettes courtes, justement, toujours en théâtre d'entreprise, qui permettent de faire ça. D'ailleurs, il y a une vidéo gratuite sur notre site internet, sur la RQTH, donc user et abuser de cette vidéo. Vous pouvez la télécharger voilà. Et vous en servir dans vos propres sensibilisations.
qui est en fait de dire, il y en a une de ces notes qui s'appelle la mère poule, où la personne dit, oh là là, mais t'es en situation de handicap, mais alors t'inquiète, on va faire le job à ta place, etc. Et la personne dit, je te remercie, mais en fait, moi j'ai un outil qui est plus rapide que le tien, en fait. T'inquiète, je te montrerai. Et c'est justement pour ne pas tomber dans ce truc sauveur, victime, bourreau, œuvre sociale. On s'en fout. En fait, une personne en situation de handicap, elle a juste besoin d'un job pour être autonome. On en revient encore à ça. Donc maintenant, elle n'a pas besoin de votre compassion. Et ça, c'est hyper de la bienveillance, important. Mais pas de la compassion. Exactement. Voilà. De l'empathie. Mais comme un collaborateur on a tous des accidents de vie. Comme un collaborateur qui un jour arrive, qui n'a pas du tout la même tête que d'habitude, parce que dans sa vie, il s'est passé quelque chose. Pas forcément du handicap, d'ailleurs. Hein. On peut parler de tout un tas de trucs perso. Et quand on rentre dans l'entreprise, on est une entité entière. On arrive avec son perso et son pro. Je ne dis pas qu'il faut faire l'étalage de son perso au boulot, mais c'est une réalité. Donc, s'il n'y a pas... On passe pas mal d'heures si on fait pas avec ses collègues. C'est ça. Et s'il n'y a pas ce lien de communication et d'échange, et une fois de plus, ce que je suis en train de dire, je ne dis pas qu'il faut raconter sa vie, mais c'est l'attention portée à l'autre. Et on n'oublie pas que prendre soin de l'autre, c'est prendre soin de soi, parce que peut-être que demain, c'est vous, en fait. Et quand on parle de diversité, peut-être que demain, c'est vous, la personne diverse. C'est vous, la personne qui aurait quelque chose de différent et qui aurait besoin d'avoir une entreprise bienveillante. Mais pour ça, il faut accueillir la vulnérabilité, en fait. Qu'est-ce que je fais de la vulnérabilité ? Hier, j'ai discuté avec une amie. Elle a eu une directrice forte personnalité, etc., hein, qui empêche l'expression de la vulnérabilité de son équipe. Parce qu'elle-même, elle est parfaite, entre guillemets. Il faut être fort. Eh ben, faut être fort. Donc là, on retombe sur l'histoire des drivers, hein, pour pas développer, mais du coup, c'est comment moi, je suis un manager dans l'exemplarité, en fait. Comment moi aussi, je peux dire, ok, mais moi aussi, il y a des fois, c'est difficile. Je ne suis pas en train de vous dire, plaignez-moi. Je dis juste que j'accueille le fait que ça peut arriver à tout le monde. Et c'est toujours cette histoire de lien, en fait. Et là, ça fait aussi écho à une conférence one-man show que tu connais peut-être sur les disques en couleur, qui s'appelle La Com en couleur, qui se joue à Montparnasse, là, à Paris, les mercredis, que j'ai vu en janvier. Et c'est vrai que c'est hilarant, avec plein de stéréotypes clés que l'on peut retrouver au travail. Mais du coup, ça me fait rebondir sur ces biais du cerveau et ces stéréotypes que l'on a. Alors, moi, j'ai toujours un peu de mal avec les cases, mais je pense que c'est ma personnalité qui est comme ça, et parce que je trouve qu'en fait, elles finissent par renforcer. En disant, ah ouais, mais moi, je suis comme ça, donc, est-ce qu'on prend en considération quand on parle des biais et des stéréotypes, en fait, on en a tous. Point barre, en fait. Non, personne n'est hyper ouvert. Moi, je me suis fait avoir. Quand je dis fait avoir, je vais vous donner un exemple de ma vie perso. J'ai eu un collaborateur qui a deux filles qui étaient en stage temporaire, etc. Puis un jour, il me dit, bon, t'as compris ? Je dis, j'ai compris quoi ? Je suis gay. Et là, dans ma tête, il y a deux synapses qui se rencontrent pas, parce que je me dis, il m'a dit qu'il avait des filles. Et là, tu dis, ah non, c'est pas vrai. Pauvre fille. Mais voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire qu'on en a tous. Et une fois qu'on a échangé, je me dis, je suis stupide. Et non, on arrête de se blâmer. Notre cerveau fonctionne comme ça, en fait. Il a justement besoin, pour s'économiser, de mettre dans des cases. Et c'est ça, en fait, les préjugés et les stéréotypes. C'est, je rentre la personne dans une boîte. Les Français sont comme ça, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, les jeunes sont comme ça, etc. Tout l'enjeu, c'est d'être suffisamment en réflexion pour ressortir la personne qu'on a mis dans la boîte en disant, ok, non, en fait, c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, ça va être quelle compétence elle a et comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble. Comment tu le mets au service de la RSE, là, justement, c'est... Ça va être comment tu mets les biais et les préjugés au service de la RSE. Alors, si on est sur la partie plus RH, diversité, etc., ça va être de former les RH à minimiser l'effet du biais et donc avoir conscience de ça. Et pour ça, dans ta sensibilisation, tu vas les piéger, en fait. Forcément, pour leur montrer que ils en ont. Ils sont tombés dans le panneau. Oui, parce que des gens qui font la RH depuis qu'ils sont tout petits, qui sont biberonnés, ils ont fait le bachelor, le master, ils ont tout fait toute leur carrière. Non, mais moi c'est bon, je maîtrise. Et puis en fait,
C'est l'histoire de Roméo et Juliette, c'est-à-dire il y a un appartement, on a Roméo et Juliette qui sont par terre, il y a de l'eau autour, ils sont morts, la porte est fermée, voilà, que s'est-il passé? Bon, on va vous la faire en rapide, mais je vous ai dit Roméo et Juliette, il y a des chances que vous ayez imaginé un homme, une femme, un couple, Shakespeare. En plus, on a parlé de enlacé au sol. C'est ça, un peu tragédie. Voilà, Roméo et Juliette, en fait, c'est deux poissons. Mais je suis venue chercher chez vous une référence collective, et à partir de cette référence, quelque part, je vous manipule, en fait. Donc, ou c'est moi qui vous manipule, ou c'est votre cerveau qui vous manipule, parce qu'il va aller chercher dans les boîtes qu'il connaît. Et donc, notamment en RH, quand on fait du recrutement, il y a un truc qui est terrible qui s'appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que quand la personne ouvre la porte ou le CV que vous avez vu, vous vous êtes fait un avis malgré vous. J'aime pas, suspicion, pas suspicion. Et malgré vous, toutes les questions que vous allez lui poser seront là pour confirmer votre première impression. C'est triste, mais c'est vrai. Donc, si j'ai bien préparé, et là, l'enjeu, en fait, c'est la préparation en amont, si j'ai bien préparé les compétences, les aptitudes, les savoir-être, les savoir-faire que je veux, à ce moment-là, mon questionnement sera moins biaisé. J'ai dit moins, j'ai pas dit non biaisé. Pas complètement, mais ça n'arrive pas. On est toujours biaisé par nos expériences et autres. Donc, voilà, ces histoires de préjugés de représentation. On a un exercice que j'adore, qu'on a fait encore hier, parce que c'est vrai que sur la diversité, je ne sais pas s'il y a des effets de mode, ce qu'on disait tout à l'heure un peu en aparté. On nous demande beaucoup en ce moment un petit module qu'on a monté qui dure 2 heures, où il y a 2 comédiens et il y a beaucoup d'interactivité. Ce sont des petites scénettes courtes qui racontent une histoire. Mais on commence par un premier exercice où on a un homme, une femme, qui sont ce comédien et cette comédienne, et on pose des questions à la salle. Et on dit, d'après vous, lequel des deux a un diplôme en marketing international ? Frédéric, donc le garçon, Ingrid, la fille, enfin ça peut être Séverine et Frédéric aussi d'ailleurs, les deux, aucun des deux. Et les gens se positionnent, on les fait même bouger, donc quand je vous disais on met notre corps en mouvement, etc. Et puis on donne plusieurs questions, lequel des deux aime cuisiner, lequel des deux a des enfants, etc. Et puis, hier d'ailleurs c'était drôle, j'entends quelqu'un qui me dit mais c'est vraiment des questions à la con, je dis oui, on est d'accord, bien sûr, on est complètement d'accord. Et au bout d'un moment, commence à arriver mais en fait je sais pas, c'est intéressant. Et en fait, à la fin de cet exercice, on me dit, mais comment vous avez fait pour deviner? Parce qu'il y en a qui disent, j'ai tout juste. T'as fait comment? Le physique, l'âge, le sourire, la façon de parler. Donc, tous vos biais, en fait, qui, en plus, viennent s'incruster sur les 25 critères de non-discrimination. Parce que c'est mon code, c'est ma référence, et j'ai coché les cases. Et apprenez à dire, je ne sais pas, parce qu'elle est là, la clé. En fait, j'en sais rien. Donc, dans l'approche, il n'existe que 2 types de questions. On arrête questions ouvertes, questions fermées. Ça, c'est de la grammaire. C'est dans les cours de français. Ou en market dans les études qualitatives, quantitatives. Oui, voilà, pour faire un sondage où on veut du chiffre et du quantitatif. Il y a, normalement, dans la relation, c'est une question de clarification ou une question de confirmation. La question de clarification, c'est « Ok, c'est pas clair pour moi, je voudrais comprendre ». Là, tu choisis un CV d'un homme parce que tu dis que l'équipe est masculine et que ce sera plus facile pour son intégration. On est dans la discrimination, on est d'accord. Vous êtes témoin de ça. La question à poser, c'est... En fait, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que je ne comprends pas, en fait, le raisonnement. Je suis pas dans le jugement, j'oblige l'autre, en fait, à aller au bout de son raisonnement. Et la question de confirmation, c'est effectivement, si j'ai bien compris, c'est blablabla. Si j'ai bien compris, en fait, tu fais une discrimination, là. Et ces 2 modalités pour rentrer dans l'échange quand on est sur des sujets tendus, ou autres d'ailleurs, elles libèrent tout. Il n'y a pas de jugement, en fait. Je voudrais comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer, en fait? Et là, on est dans le dialogue. Et tant qu'il y a... Ce qu'on dit la communication positive ou non violente, c'est connect before correct. Donc, je crée le lien, l'échange, ok? Et là, on va pouvoir peut-être commencer chacun à bouger dans nos représentations. Donc, sur ces sujets de préjugés, de biais de diversité, l'enjeu, c'est le dialogue. C'est l'échange. Et c'est surtout pas de dire oui, mais c'est de la dénonciation, d'aller de dire quand même, quand on voit des agissements, je sais pas, quelle est ton intention? T'es peut-être pas obligé d'aller dénoncer, mais de dire voilà, j'étais témoin d'un truc, je suis un peu embêtée. Dans une situation comme celle-là, comment est-ce que je peux réagir? Comment je devrais réagir?
Et là, en fait, vous en remettez aussi à l'échange, à la relation. Ah bon, mais c'est important, pas important. Bah là, on peut peut-être y retourner ensemble si tu veux. On peut peut-être aller interpeller ce manager pour discuter avec lui. C'est ne jamais rompre le dialogue et ne jamais penser les choses de façon définitive parce qu'on évolue tous. Je veux dire, je vais prendre le thème de l'IVG, qui est récent. Il y a des personnes qui ont changé d'avis. Oui. Et il y a eu sur France Inter, il y a 2-3 jours, là, un matin, où ils avaient interrogé 4 femmes qui ont voté pour, effectivement, le changement de la loi, enfin, le changement de la Constitution, pour le coup, et dont certaines qui, au départ, étaient contre. Et bien, c'est ça, la vie. La vie, c'est d'accepter de se laisser surprendre et de se dire, OK, en fait, je ne voyais pas les choses comme ça. Et sur la question de la diversité, souvent, on m'a dit, ah ouais, mais moi, je voyais pas les choses comme ça. J'ai dit, mais regarde-les comme ça. C'est se mettre à la place d'eux, en fait. C'est d'interroger un homme qui vous dit, moi, j'ai eu cette conversation-là à l'époque où j'étais chez Engie, d'un contrôleur de gestion qui me dit, oui, mais enfin, moi, mes filles, elles ont toujours été libres de choisir leurs études. J'en ai une qui est assistante maternelle et l'autre qui fait des études d'infirmière. Et je lui dis, non, mais j'ai pas de problème avec ça, du moment que c'est un choix. La question, c'est est-ce qu'elles se sont pas empêchées d'aller regarder sur un autre métier, en fait. Et je lui dis, imagine, ta fille, stage de 3e, elle le fait avec toi au contrôle de gestion dans notre boîte. Et puis à ce moment-là, tu as un chef de chantier qui lui dit, ah, ça te dirait d'aller visiter le chantier? Ah bah oui, carrément, elle y va, elle visite le chantier. Là, elle découvre qu'en fait, tu contribues à une entreprise qui construit des immeubles en éco-responsabilité, etc. Et là, elle trouve ça juste génial. Du coup, elle décide de faire des études d'ingénieur. Et puis elle va chercher un stage ou une alternance. Et ouais, mais c'est une fille, il n'y a que des équipes de mecs. Enfin, pas facile, l'intégration quand même. Et au moment où je lui dis ça, il me dit, ah ouais, mais vu sous cet angle. Et je lui dis, mais c'est ça. C'est juste ça que je te propose. Je te donne pas de leçon. Bouge, regarde autrement, accepte d'avoir une autre orientation sur les choses, en fait. Voilà. C'est pas toujours évident. Hein. C'est vrai qu'en tant que maman de fille en plus. Ouais. Et moi j'ai que des garçons. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je suis plutôt dans l'optique de leur dire, vous aurez le droit de faire le métier que vous voudrez faire. C'est de pas se mettre de frein. Et après, c'est vrai qu'aux jeunes, où je donne les cours, c'est de pouvoir se dire, vous faites là en ce moment des études qui vont vous permettre d'arrêter à 22, 23, 24, 25 ans, mais c'est pas pour l'ensemble de votre carrière. T'en es la preuve évidente. On peut reprendre sa carrière à n'importe quel moment. Donc on fera pas le même job dans la même boîte comme nos grands-parents. Je crois que on fera pas le même job dans plein de boîtes différentes. On sera amené à, moi, je pense que à voir les choses différemment. Ouais. Moi, je pense que les jeunes. Oui, mais c'est important. Enfin, voilà, en lycée, pas encore, parce qu'elle arrive déjà pas à savoir ce qu'elle veut faire après. Mais regarde cette pression. On dit, mon fils un jour, j'ai 2 garçons qui ont 19 et bientôt 20 ans, qui vient d'avoir 19, et ils ont une approche et une réflexion sur les choses où ce garçon de 19 ans qui a eu plein de difficultés, dyslexique, dyspraxique, dysorthographique, trouble de l'attention, une scolarité, mais aujourd'hui, il est juste en train de... Déjà, à 19 ans, il est auto-entrepreneur. Il va faire une formation en alternance en BTS négociation vin, bière et spiritueux. Mais son auto-entrepreneuriat, c'est dans de l'achat-revente à un niveau où, comme il voulait atteindre des grossistes, il lui fallait un SIRET. Donc il a déjà 2, voire 3 métiers, parce qu'il est en train de réfléchir avec un truc avec son frère. Et quand je lui disais plus jeune, est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Et il me disait non. Et je lui disais, c'est pas grave. Il me dit, alors pourquoi tu me poses la question? Ok, c'est bon, je vais arrêter. Et comme tu le dis très justement, en tant que parent, moi, si j'ai un seul conseil à donner à un enfant qui vous dit « Oh là là, je crois que ça va pas me plaire », mais t'as raison, tu l'as jamais fait. Essaye. Et moi, j'ai vécu, j'en parle parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu. Moi, mon fils, à chaque étape, il m'a dit « J'arrête. Après le CAP, j'arrête de travailler. Je commence à travailler. Après le bac pro, je commence à travailler. » Puis là, on se retrouve en alternance avec un BTS. C'était absolument pas dans le plan et je suis ravie. Mais c'est parce qu'à chaque étape, j'ai dit « D'accord. » Puis tu verras bien, en fait. Et peut-être que l'anxiété... Donc cette pression elle vient du « il faudra avoir un plan », tout en leur disant « mais de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir un plan parce que vous allez faire un métier qui n'existe pas encore. » Et donc on vit avec nos contradictions. Donc c'est aussi arriver à leur redonner de l'espace. Et pour revenir au fait d'avoir des filles et d'avoir des garçons, quelle autorisation et quelle responsabilité on a en mettant au monde ces jeunes adultes qui sont aussi ce qu'ils sont.
C'est-à-dire qu'il y a une partie qui nous appartient, puis une partie qui ne nous appartient pas. Soyons très clairs, parce qu'on n'est pas tout le temps avec eux, voire de moins en moins, vu les âges quand ils grandissent. C'est aussi de se dire quelle éthique, quelle exemplarité j'ai, moi aussi. Et quand j'ai repris mes études, mon plus jeune, il me disait « Mais maman, pourquoi tu retournes à l'école ? Puisque tu sais déjà lire et écrire, en fait. » Et ouais, et qui aujourd'hui, ils me disent, maintenant qu'ils sont plus grands, ils me disent « C'est génial, tu nous as montré qu'en fait, que on pouvait apprendre tout au long de sa vie, on pouvait changer les choses tout le temps, en fait. » Donc voilà, il y a une... C'est un peu le message aussi à faire passer, moi, à mes filles, le fait d'avoir lâché une carrière, une boîte dans laquelle j'étais depuis des années et de se dire, je me mets à mon compte, je me mets en difficulté. Faut faire ce qui est bon pour soi. Et effectivement, quand il y a l'école, alors les choses bougent quand même. Moi, je vois, le parcours chaotique qu'on a eu, il y a eu de très belles histoires qui se sont passées. Et du coup, c'est pareil dans l'entreprise. À un moment donné, quand on rend l'autonomie de la personne, c'est pour ça qu'on voit notamment fleurir les intrapreneurs dans l'entreprise. Donc l'importance de l'intelligence collective aussi. Complètement. Là-dedans. Et sauf que l'intelligence collective, ça s'organise. C'est pas un truc qui existe tout seul, en fait. Il y a qu'à voir, vous montez un réseau social d'entreprise en interne. S'il n'y a pas d'animateur, il se passera rien. C'est un truc qui fait flop très rapidement. L'intelligence, nous, on forme là un groupe. Tu conseilles potentiellement dans les boîtes cette intelligence collective vis-à-vis de la RSE ? Oui, et de le dispenser à tout le monde. On en revient à la même chose. C'est-à-dire que là, nous, aujourd'hui, on a eu un pilote avec une entreprise, un gros groupe, où on a monté un parcours de formation à l'intelligence collective et au Oser animer autrement, parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui va s'appeler cette formation. Donc, Oser animer autrement, c'est oser animer mon équipe, ma réunion, mon séminaire, ma formation, la construction de mon projet. Et donc, dans ce parcours distanciel, présentiel, e-learning, c'est quelque chose d'assez complet. Là, on le transforme, on va aller atteindre les 200 managers et l'étape derrière, c'est les 1000 collaborateurs. Parce qu'il y a une compréhension de dire il faut qu'on partage le même code de travail. Tout à l'heure, j'ai dit comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on est ensemble. Quelle est la règle de base pour travailler ensemble ? C'est comme on me dit oui, mais c'est évident. Ok, très bien, le Monopoly, c'est évident. On joue tous de la même manière. Non, l'argent qui est au milieu, là, comment on le récupère ? Dans certaines familles, c'est quand on fait un double 6. Dans d'autres, c'est dès qu'il y a un double. Donc, si on n'est pas d'accord sur la règle au démarrage, pourtant on joue au même jeu, ça se passe pas toujours super bien. Et donc, pour la RSE, le développement durable, c'est tout le monde a sa partition, tout le monde peut jouer. C'est comme un orchestre, en fait. Mais on est quand même en train de lire la même partition, même si tous les instruments ont leur place, en fait. Chaque instrument a sa valeur ajoutée, à sa musicalité, et qui apporte alors c'est marrant parce que l'analogie je l'avais encore jamais faite, mais elle a même sa temporalité. Si on regarde les achats et qu'on parle d'achat responsable, l'achat en ESAT et en EA, c'est pas nouveau, Et souvent ce que je dis attendez, les achats, vous avez une longueur d'avance normalement sur le sujet, parce que vous avez déjà à un moment donné tellement intégré que vous n'avez même pas réfléchi au fait que c'était de la RSE. Alors oui, parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a donc c'est d'aller ou des obligations réglementaires qui imposent aussi dans les boîtes. Oui, mais sur ce sujet-là. Oui, mais après, dans la façon d'acheter, ok, il y a l'obligation réglementaire, mais comment je vais y répondre ? Parce que là, pour le coup, il y a plein de manières d'y répondre. À l'époque toujours pour revenir chez Engie, nous, on faisait faire notre petite série en électricité dans un ESAT parce qu'on l'aurait fait faire dans une entreprise lambda, ça nous aurait coûté très cher parce que la petite série, c'est de l'adaptation, etc. Ça a été une rencontre. C'était pas de la charité. C'était vraiment c'est un besoin qu'on avait et l'ESAT a pu répondre à ce besoin-là. Et donc, du coup, c'est un partenariat. Ça veut dire que le jour où on a un client qui nous demande un truc un peu spécial, on se dit « Ah ouais, mais on sait qu'on a la ressource, puisqu'on a le fournisseur. » Et donc, du coup, on va le voir et on construit ensemble et on se développe ensemble. Et c'est là où l'enjeu des parties prenantes, qui est de grandir ensemble, de s'apporter mutuellement, d'innover. Et c'est de la co-construction, en fait. C'est pour ça qu'on retrouve cette intelligence collective qui va sortir de l'entreprise stricto sensus, en fait. Que de belles notions à aborder. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais aborder avant que je passe à ma séquence questions marqueurs ?
Qu'est-ce que je voudrais... Non, oser, en fait, soyez... moi, j'ai juste envie de dire, soyez le professionnel que vous avez envie d'être. Et que, comme tu le disais, moi, c'est au RH que j'ai en cours aussi, en master, à qui je dis, mais soyez le RH que vous avez envie d'être, pas celui qu'on vous demande d'être. Alors, c'est des fois pas facile. Et je leur dis, c'est ça super sera pas dur. Facile. C'est super dur, mais ayez toujours ça en tête. Toujours ça en tête. Et osez des petites choses. Puis de temps en temps, on va vous dire, ah, mais c'est bien ton truc, je peux voir, je peux faire. Et vous allez... En fait, vous devenez passeur. C'est ça l'idée. C'est-à-dire mais pour ça, il faut avoir conscience de ce qu'on fait bien. Sinon, on peut pas... c'est plus compliqué à transmettre. Ouais, et du coup, on en revient aussi à la motivation. C'est le cercle tout vertueux. Est dans tout. Ouais, exactement. Alors, j'arrive à ma question sur le podcast, mon podcast qui s'appelle Marqueur et qui aborde le marketing durable, le marqueur de la bonne santé des entreprises. Et en même temps, parce que quand on fait les choses avec le cœur, on embarque les gens plus loin. Du coup, ça t'inspire quoi, ce nom-là? Marqueur. Cœur, d'abord. Cœur, humanité. Moi, en fait, tout est dit, je trouve. Parce qu'en fait, comme tu disais, on embarque avec le cœur. Tout à l'heure, on disait connect before correct. Je trouve que ça dit aussi de remettre du corps dans l'entreprise. Et quand je parle du corps, c'est ce mouvement. Tu parlais d'intelligence collective tout à l'heure. Dans Marqueur, il y a un côté qui n'est pas figé. On pourrait dire, une marque, c'est quelque chose... Au contraire, en fait, c'est multiplié et c'est... alors, le 1 + 1 = 3, c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est quelque chose auquel je crois profondément. Donc, pour moi, dans Marqueur, il y a ça, quoi. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a une campagne de pub ou une histoire d'entreprise qui t'a inspiré dans un esprit, justement, d'attention à l'environnement, de planète durable, de marketing ou de la com responsable? Alors, de la com responsable, elle est difficile, cette question, parce qu'on peut avoir des coups de cœur à l'instant, et puis après, tu l'oublies. Puis non, on peut se dire, greenwashing. Donc voilà, non, en fait, c'est terrible. Il y a une forme des fois où on se fait un peu avoir. Et on peut se faire un peu de greenwashing aussi sur les sujets de diversité et d'inclusion en termes de com. Alors après, là, on parle comme grand public. Oui, mais après, c'était celle qui t'inspire. Ça peut être une que t'as vue et qui est du B2B. En fait, et peut-être que c'est un énorme greenwashing, et tant pis, hein, mais moi, les pubs interminables d'Intermarché, je les aime bien. Moi, elles me racontent une histoire. Parce qu'elles font appel à l'émotion. Ouais, elles me font rêver, elles me déclenchent un sourire. J'ai pas le sentiment qu'elles me donnent une leçon non plus. Donc, on rentre dans une intimité. Après, en même temps, ça a marché parce que j'allais dire, ça pourrait être une autre marque. Ben non, la preuve en est, je l'ai retenue. Donc, non, les communicants sont très, très bons. Et il se trouve que, de loin, c'est une entreprise qui me semble être éthique. Ils ont leur propre bateau, etc. Alors, c'est bon, tu vas recevoir plein de messages qui vont dire « Ah, c'est pas vrai, etc. » Donc, attention, je ne connais pas l'histoire de l'entreprise. Mais voilà, vu de loin, vu de l'extérieur. Après, moi, j'ai presque un coup de cœur, j'ai envie de te dire, pour une marque et une entreprise qui s'appelle Steph, les transports logistiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font pas de pub. On en voit souvent des camions. Exactement, vous les voyez sur toute la France, etc. Où là, je trouve que c'est une entreprise qui incarne vraiment son humanité. Je forme des gens chez eux depuis 6 ans en management. Là, on va faire une journée pour les alternants où le thème de la journée, c'est RSE et développement durable. Ça veut dire Pour les alternants. Pour les alternants, en fait, il y a vraiment un enjeu de dire, OK, est-ce qu'on comprend les enjeux? Et donc, du coup, quelque part derrière, dans cette marque employeur, comment est-ce qu'elle est intégrée à tout ça? Il y a... on est sur quelque chose qui a été compris chez eux, qui dit tout le monde doit avoir accès à la même information, à la même donnée. Et en plus, dans les mises en situation qu'on vit avec eux, il y a une humanité chez ces managers que je trouve très chouette. Donc, j'ai presque envie de donner mon petit coup de cœur entreprise parce que c'est une... D'ailleurs, oui, si, vous pouvez les suivre sur le réseau, sur LinkedIn. Ils postent régulièrement des choses et on voit... L'évolution. Mais c'est surtout qu'on voit que c'est fait avec cœur, en fait. Ouais, moi, c'est ce que je ressens quand je vois leur post LinkedIn de témoignages, de choses diverses, où on voit bien que c'est la com qui doit le faire, je pense.
mais il y a une touche d'authenticité et qui, à C'est ma importante. connaissance, n'est pas feinte. Voilà, je mets bien, mais à ma connaissance, n'est pas feinte. Ok, Voilà. merci. Et alors maintenant, si on arrive aux éco-gestes, est-ce que tu as un éco-geste que tu as envie de partager, que tu conseilles à tes enfants, ou alors que ce sont carrément tes garçons qui sont sensibles à un point et qui disent non maman, tiens regarde ce qu'on pourrait faire. Alors, en éco-geste, mes garçons sont très malins parce qu'en fait, rentabilité, durabilité, une entreprise, ça doit être rentable et durable. Quand je disais qu'ils font de l'achat-revente, quand ils vendent une paire de chaussures, eh ben, ils scotchent la paire de chaussures et ils remettent pas un carton autour. C'est bête, mais en fait, il n'y a pas d'emballage. Il faut en sortir. Ah oui. Bah oui, l'emballage, ça coûte cher. Le plus simple possible. Ça coûte cher, c'est lourd. Et donc, en fait, c'est aussi à un moment donné de retrouver ça. Après, moi, à titre perso, voilà, j'ai une petite maison, donc j'ai un compost. Je suis très hybride dans mes moyens de déplacement, c'est-à-dire que j'ai un vélo électrique. Alors, ou électrique, bah oui, mais en attendant, je traverserai pas tout Lyon s'il était musculaire. Donc, ouais, j'assume. Ça peut être du métro. Là, on est à Paris aujourd'hui, c'était du train. J'ai également une voiture parce qu'il y a des endroits où c'est pas possible autrement. Donc il y a ça, il y a sur notamment, tu as vu sur ProDurable le jeu des 35, on a besoin, on essaye dans la mesure du papier, la mesure du possible qu'il n'y ait pas de papier. On va utiliser du brouillon, et en fait tout le monde est ravi. Autant les temps ont changé. Il y a quelques temps en arrière, on vous aurait dit ah ouais mais ça fait pas propre, pas classe machin. Aujourd'hui, c'est limite à l'inverse. Bah ouais, mais d'ailleurs, je me demande si c'est pas suite à une réflexion qu'on s'est dit ah bah oui, on va peut-être arrêter d'acheter nos petits blocs papier, on va prendre du brouillon. Je pense que on a dû avoir à un moment donné des retours nous disant ça se fait pas, c'est pas juste quoi. Donc c'est comme le réflexe en séminaire des bouteilles d'eau en plastique, c'est de penser un peu différemment. Bah c'est ça, et puis de s'organiser. En fait, c'est ça aussi. Il y a quand même derrière une organisation. Au début, c'est de l'accompagnement du changement. Il y a ces 3 étapes. Moi, c'est un modèle que j'aime beaucoup qui s'appelle le modèle de Bridges, d'ailleurs, qui peut clairement s'appliquer à la RSE, au développement durable. Vous annoncez un changement. D'abord, c'est la fin du passé. Il y a des choses que je ne ferai plus. C'est vraiment, il y a une perte. Et quand vous accueillez ça, accueillir la perte, ça paraît tout bête, hein, mais quand Boehringer a décidé justement qu'il n'y aurait plus de bouteilles d'eau, plus de gobelets, plus de verres en plastique, etc., qu'ils ont tout enlevé dans les bureaux, donc ils ont fait des tasses au nom des personnes, ils ont des tasses pour les invités, etc. Oui, il y a des gens qui vous disent « mais ça va pas la tête, quoi ». C'est la fin du passé. Donc, accueillir la perte, oui, ça va être fini. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la zone neutre. La zone neutre, c'est une zone où on a bien compris que ça allait changer, mais pas facile. Donc, quand on est sur des gros changements, l'enjeu, c'est de fêter toutes les petites victoires. C'est aussi une période pendant laquelle on forme, on informe. Et ensuite seulement, vous êtes dans le nouveau départ. Et votre enjeu, c'est d'embarquer, alors on n'embarquera jamais tout le monde, hein, mais d'embarquer 95% des personnes vers ce nouveau départ. Si par-dessus cette courbe qui descend, en fait, hein, c'est pas une hyperbole, c'est la courbe du deuil aussi, hein, dans exactement, le même esprit sur la conduite du changement. C'est au niveau de la zone neutre, de la fin du passé, c'est le déni, c'est la colère, c'est la frustration. À l'endroit de cette zone neutre, en fait, vous en sortez au moment où vous êtes dans l'acceptation. Acceptation, c'est prendre acte que ça ne reviendra pas en arrière. Et donc là, et c'est exactement ça. On peut les superposer, c'est hyper intéressant. Mais c'est surtout de faire comprendre que tout changement, quel qu'il soit, si pour vous, il a l'air simple et facile, pour l'autre, il peut être très douloureux. Et on va aller sur des basiques. Hein. Regardez le bazar que ça a été quand, dans certaines entreprises, ils sont passés du ticket restaurant papier au ticket restaurant carte. C'est un changement. Ne surtout pas nier. Ou minimiser. Minimiser, exactement. C'est plus juste minimiser, t'as raison. Ne pas minimiser que le changement, pour plein de gens, ça nécessite un effort. Et le cerveau, en effet, il doit construire un nouveau schéma neuronal parce qu'il va devoir faire autrement. Donc, ça demande bien de l'énergie, donc c'est bien physique. Et que notre cerveau, il aime bien le statu quo. Donc, à un moment donné, est-ce que mon bénéfice va être supérieur à Il faut l'aider, la l'accompagner. Exactement. On jalonne, on donne des étapes, on accompagne, on est présent, en fait. De quoi tu as besoin pour y arriver On revient toujours à la puis il y en a certains qui vont aller plus vite et d'autres, il va falloir les accompagner davantage. Tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Et donc après, alors si on continue dans les apports, c'est la matrice des alliés, les opposants, les alliés, les déchirés. Et les fameux réfractaires qui, de toute façon, les opposants. Souvent oui, et le réfractaire,
derrière, l'enjeu, c'est de faire attention à ne pas lui accorder trop de temps, parce que dans une journée, vous avez 100%. Si vous accordez 50% à vos réfractaires, qui sont en réalité une minorité, mais c'est ce que vous entendez, vous allez oublier ceux qui sont sur les bords et qui étaient prêts à y aller, mais vous vous en occupez pas. Et puis on s'épuise aussi. On s'épuise. Et le risque aussi, moi je trouve que c'est très important quand on parle des alliés. Attention aux alliés, il faut vraiment qu'il y ait un climat de confiance suffisamment fort pour que les alliés osent vous dire « attention, là ça a été trop vite ». Si vos alliés sont trop convaincus à la cause, ils vont pas vous permettre de dire « on est en train d'oublier des gens ». Donc vraiment, c'est prendre soin de tout le monde. Et là, c'est pour ça que dans les actions de sensibilisation à la diversité ou à la RSE, le système, quand vous avez, je disais, vous mettez 300 personnes dans une salle. J'ai fait une conférence avec 500 chefs d'entreprise. On a fonctionné pareil. Vous vous mettez par groupe de 4 ou 5. Je vous demande de réfléchir à telle chose. Excusez-moi de l'expression, mais la grande gueule, vous l'entendez plus. Elle est noyée. Puis les autres, en sous-groupe, on ose plus facilement dire « oh, t'exagères un peu quand même ». Et il y a une régulation, donc on revient à notre histoire d'intelligence collective qui est organisée. Et j'avais travaillé pour la SNCF. C'était un séminaire RSE et développement durable où effectivement il y a beaucoup de cheminots, il y a des parties prenantes fortes. Et le directeur du service était venu me voir en me disant « c'est incroyable, on n'a pas entendu les grandes gueules et on a entendu la voix de gens qu'on n'entend jamais ». Parce que quand vous interrogez, vous dites dans votre groupe, qu'est-ce qui s'est dit ? Et la personne, elle peut prendre la parole parce qu'elle ne dit pas « je ». Oui, elle dit c'est notre groupe. On a dit. Et là, elle arrive à s'exposer. Donc, c'est vraiment un enjeu sur ces sujets-là de changement, d'arriver à donner la voix à tout le monde, en fait. Dans les deux sens. Ouais. C'est beau, c'est limite, j'ai envie de terminer là-dessus. Enfin, si, il manque la petite dernière question. Si tu penses à un invité que je pourrais convier à un futur épisode. Alors, moi, je pense à quelqu'un que j'adore, mais que je ne connais pas personnellement. Donc, s'il m'entend, je veux bien déjeuner avec lui. C'est Charles Pépin, qui est un philosophe qu'on peut entendre effectivement sur France Inter, qui a différents podcasts, etc., qui écrit des livres magique. Il se trouve qu'il a, moi, changé ma vie au sens où mon fils de 17 ans, le premier livre, et je vous jure que c'est vrai, c'est pas du storytelling, le premier livre qu'il a ouvert et qu'il a lu, c'est La vertu de l'échec, ou Les vertus de l'échec, je crois, de Charles Pépin, qu'il a réconcilié, en fait, avec justement ses difficultés. C'est de la philo. Moi, chez lui, celui qui m'a le plus marqué, il s'appelle Quand la beauté nous sauve, sur le choc esthétique. Et c'est de l'approche philosophique. Et son dernier, il est sur vivre avec son passé. Il a écrit la confiance, il a écrit la rencontre. Il a une façon de vulgariser les choses. Je pense qu'on aurait tous rêvé d'avoir un prof de philo comme ça, en fait. Voilà. Hyper inspirant. Très, très, très inspirant et qui vous amène, là encore, à changer de regard. Et moi, c'est ça que j'attends de quelqu'un d'inspirant, qui me fasse bouger. Bon, en tout cas, je suis sûre que les auditeurs l'attendent trouver inspirante. Moi, j'aurais envie de rester encore des heures à échanger, à t'écouter, à découvrir les anecdotes aussi que tu as eues au sein des différentes entreprises que tu as accompagnées. En tout cas, n'hésitez pas à la contacter sur les réseaux sociaux, Marion Ferlin, à découvrir ce qu'elle fait avec son équipe au sein d'Acteurs et compagnie. Elle a sollicité pour sensibiliser les équipes, quelle qu'elle soit, du coup, tout type d'équipe dans l'entreprise, sur la RSE, le développement durable, mais aussi les sujets qui te sont chers en lien avec la diversité, l'inclusion, et du coup, tout est un tout. Donc, merci beaucoup, Marion. C'était un vrai plaisir. Merci infiniment, Diane. Je passe un excellent moment. C'était chouette. Merci. À bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.